Bonjour tout le monde. Euh, Comment ça va ce matin ou cet après-midi, tout dépendant de où est-ce que vous êtes dans le monde. Aujourd'hui, je crois que là, j'ai pas oublié d'ouvrir mon micro, ça va bien. Yo! Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'elle a, ma musique? Elle est excellente, non? Quand même. Quand même. Ce matin, je suis avec vous et non, ce n'est pas du jus d'orange. Merci, boule of poil. Ça me touche. Donc, ce matin, je suis avec vous. Je suis contente. Cette semaine, je vous ai préparé un sujet que je pense que ça intéresse beaucoup de monde. Parce qu'à chaque fois qu'il y a du monde qui vient s'introduire avec nous, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui vient s'introduire avec nous qui ne connaît pas le sujet, ils nous posent toujours la même question. Est-ce qu'on lance des envoûtements? Est-ce qu'on ensorcelle le monde? Donc, je me suis dit que ça pourrait être une bonne idée de sujet, savoir c'est quoi un envoûtement, à quoi ça consiste, c'est quoi les parades qu'on peut faire pour essayer d'éviter d'être attaqué et tout. C'est sûr que j'irai pas en profondeur dans ce sujet-là, je vous donnerai pas des rituels, je vous donnerai pas des façons de faire, je vais juste vous donner une idée générale pour que vous puissiez savoir c'est quoi au juste, en quoi ça consiste, puis c'est quoi les façons qu'on peut pour se protéger, pour faire essayer d'éviter d'être envoûté. Et par la suite, vous pourrez aisément faire des recherches si vous voulez vraiment le faire ces rituels-là, faire les envoûtements ou faire des contre-envoûtements. Vous pourrez facilement trouver des solutions dans des livres. Sur sorcellerie.net, quand que je vais faire la fiche, je vais mettre mes références, mes sources, donc vous allez pouvoir ainsi comme savoir exactement où aller chercher. Quoiqu'il y a un des livres que j'ai trouvé qui était quand même très intéressant au niveau historique. Ce livre-là, on va le voir un peu plus loin. Disons que il y a certains envoûtements, puis il y a certains contre-envoûtements que je suis pas mal moins sûre que ça fonctionnait pour vrai. Donc, ceci dit, je vais m'asseoir. Et je sais pas c'est quoi du pastis, mais nous, on appelle ça des mimosas. Fait que je suis au mimosa ce matin. Je me suis dit qu'étant donné qu'il est quoi, 14h30 en Europe, j'ai le droit. C'est mon droit. Donc, est-ce que vous êtes prêts à commencer? Est-ce que vous avez des choses, des questions que vous voulez poser avant qu'on entende directement le sujet principal? Eh oui, quelque part dans le monde, c'est l'heure de l'apéro. Mon père le dit souvent, il est midi en quelque part dans le monde, donc des fois ça nous donne certains droits, dont mon mimosa ce matin, qui est excellent d'ailleurs. Oui, tout comme le dit si bien Dead Breeze, si vous avez des questions, vous pouvez les poser tout au travers du stream, ça va me faire plaisir de vous répondre. Vous n'avez pas besoin d'attendre à la fin, vous pouvez poser vos questions au travers et mettre des commentaires, je vais les lire, je vais lire votre opinion directement. Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi. J'ai absolument rien contre ça. Le but ici, c'est vraiment un échange. Je vous transmets de l'information. Si vous avez des détails à rajouter, gênez-vous pas. On est là pour ça et ça va me faire vraiment plaisir de pouvoir incorporer votre expérience, vos commentaires, vos croyances au travers de mon stream. Sorcellerie.net est un site qui est très inclusif. C'est un site qui sert, qui est vraiment pour tout le monde, peu importe les croyances. C'est vraiment un site pour faire de la recherche, pour apprendre, pour partager, pour découvrir. Donc, si vous n'êtes pas déjà membre, vous pouvez vous inscrire. C'est 100% gratuit, tout comme les directs que je fais présentement. Ou si vous voulez aider le site à continuer à vivre, évidemment, on a des Patreons que vous pouvez partager
vous pouvez nous aider de façon financière, mais le site est 100% gratuit. Ceci dit, on va débuter le sujet. C'est un sujet sur l'envoûtement. Autant que la semaine passée sur les rêves, j'ai pas fait de PowerPoint. Là, je vais en faire un pour cette semaine, parce qu'il y a quand même beaucoup de détails. J'ai beaucoup de notes aussi, mais je me suis quand même fait un PowerPoint pour que vous puissiez vraiment suivre avec moi tous les points. Et voilà! Les envoûtements, ouh! Je sais que ça impressionne beaucoup de personnes, fait que j'ai mis un petit peu d'intention. Par la suite, la définition d'un envoûtement, parce que là, on entend souvent parler de sortilège, de rituel, de charme, autant que la majorité de ces mots-là, on parle comme de sort, de sortilège, de maléfice, autant que ces termes-là signifient vraiment une action néfaste envers une personne ou un animal, parce que ça peut être un animal. Par exemple, vous n'aimez pas le chien du voisin parce qu'il est toujours en train de faire pipi sur vos fleurs, ben c'est toujours possible de faire un maléfice vers l'animal en tant que tel. Mais c'est toujours possible aussi, sans aller dans le maléfice, on peut toujours aller parler au voisin. Mais, parenthèse à part, les charmes, c'est plus, c'est pas nécessairement positif ou négatif non plus, ça peut être, comme les deux, c'est une espèce de rituel que l'on fait pour, justement, charmer une personne. Et là, on va parler d'envoûtement. Un envoûtement, c'est quoi? C'est l'action d'envelopper une personne dans un vœu, dans une volonté formulée. Bref, ce que ça veut dire, c'est que nous, on désire quelque chose pour cette personne-là et l'envoûtement va faire en sorte que cette personne-là va faire ce que nous, on veut, ce que nous, on désire. Les envoûtements, ce ne sont pas nécessairement négatifs. Il y a des envoûtements positifs aussi, par exemple pour guérir, pour se débarrasser d'une mauvaise habitude, par exemple. C'est pas nécessairement négatif l'envoûtement. Ça, il faut vraiment être clair là-dessus. C'est plus une technique. Et on peut dire que c'est une technique qui vise à intoxiquer de façon progressive, parce qu'un envoûtement, on ne fait pas un envoûtement une fois et c'est fait, merci, c'est clairé. L'envoûteur doit continuer à tous les jours de maintenir son envoûtement pour qu'elle reste. Sur certains types d'envoûtement, par exemple, comme les poupées, les statuettes, l'adagide, ça prend un bon 28 jours, un cycle lunaire pour pouvoir être complètement chargé et faire son effet. Mais c'est quand même beaucoup de travail. Donc, si vous voulez faire un envoûtement sur quelqu'un, vous devez le vouloir en titi, comme on le dit ici au Québec. Donc, c'est une technique visant à intoxiquer de façon progressive l'inconscient d'un sujet pour obtenir des effets sur le conscient et sur le physique. Parce que, oui, c'est comme si vous convainquiez quelqu'un, vous convainquiez l'inconscient d'une personne qu'elle est malade, par exemple. L'inconscient va y croire, va le transmettre vers le conscient et vers le physique. Donc, la personne va vraiment le sentir, va vraiment devenir malade. Des fois, on dit que le cerveau est hyper puissant. Et autant que c'est tout ce qu'on croit sincèrement, vraiment ancré à l'intérieur de nous, va se répercuter sur le conscient et sur le physique. Quand je parle du conscient, je parle surtout au niveau psychologique. Il va se répercuter. Si vous croyez sincèrement que vous êtes une personne minable, eh bien, vous allez agir comme une personne minable et vous allez déprimer, ça va avoir des répercussions directes. Bonjour Orcaille. Donc, l'envoûtement touche le subconscient pour justement attaquer le corps physique. On peut dire aussi que c'est une effraction psychique ayant pour but d'avoir une emprise sur une personne. Il y a certains types d'envoûtement où est-ce que vous pouvez avoir une emprise totale, une emprise physique et psychologique sur une personne. Ça peut être autant positif que négatif. Donc, ça dépend réellement des intentions de la personne, des intentions de l'envoûteur.
Des fois, l'envoûté peut faire une demande. Je dis l'envoûté. Il y a une personne qui peut faire une demande. J'aimerais ça que tu m'envoûtes parce que j'aimerais ça arrêter de fumer. J'aimerais ça arrêter telle mauvaise. Je voudrais guérir, je voudrais convaincre mon corps qu'il n'est pas malade. Donc, ça peut être une façon de faire. Mais c'est pas nécessairement facile à accomplir. Ça fait du bien. On va le boire pendant qu'il est froid. Bref, voici la définition d'un envoûtement. Les méthodes. Il y a diverses méthodes pour envoûter une personne. Il y a des méthodes qui sont autant encore d'actualité, comme qu'il y en a d'autres qui sont très dépassées. On va les voir une après l'autre, puis je vais, en même temps de vous l'expliquer c'est quoi, je vais en même temps émettre quelques commentaires. Parce que j'en ai lu des choses, puis des choses qui m'ont fait... pas sûr. Il y a la suggestion, l'auto-envoûtement. Je dirais que c'est 75% des cas d'envoûtement, c'est de l'autosuggestion. Ce que ça veut dire, ou de la suggestion. Ce que ça veut dire, c'est, par exemple, vous connaissez qu'il y a quelqu'un dans votre entourage que vous savez qui pratique la sorcellerie. Soudainement, vous vous mettez à vous imaginer que cette personne-là ne vous aime pas, ou vous avez une chicane, j'ai envie de dire interaction, mais c'est pas ça. Vous avez vraiment, vous avez une chicane, vous entendez pas pour une raison ou pour une autre avec cette personne-là. Et là, soudainement, vous vous imaginez, elle pratique la sorcellerie, elle risque de m'envoûter, de se venger sur moi. Et là commence l'auto-envoûtement. L'auto-envoûtement, c'est on se convainc, on trouve des symptômes pour dire « Hey là, hey, je me suis fait mal, c'est probablement que je suis envoûtée. Hey là, j'ai beaucoup de malheurs qui m'arrivent ces temps-ci. J'ai eu un accident, mon emploi, ça va pas bien, j'ai reçu des factures inattendues et j'ai besoin d'argent. Il y a telle personne dans ma famille qui est excessivement malade, qui risque de mourir. » Et là, vous accumulez toutes les preuves comme quoi que vous êtes envoûté. Et là, plus que vous rajoutez des symptômes puis des preuves, plus que vous êtes convaincu que vous êtes envoûté. Et là, vous allez l'être. En fait, on appelle ça un auto-envoûtement pour la simple raison que vous allez vous envoûter vous-même. Par la méthode suivante que je vais parler, mais vous allez vous envoûter vous-même. Vous allez tellement être convaincu que vous allez être envoûté que l'énergie que vous allez produire par ça va vous envoûter. Il y a des façons de se désenvoûter de cela. Des façons qui ne sont pas nécessairement désagréables. On va le voir plus loin. C'est juste pour vous donner un petit aperçu. La magie sexuelle est une bonne façon de désenvoûter. Mais on va en parler plus loin. Donc, l'auto-envoûtement, c'est surtout ça. La suggestion, c'est comme si, par exemple, bon, moi, je suis une sorcière. Je parle à Dead Breeze et je lui dis, Dead Breeze, je vais t'envoûter. Et tu vas être malade et tout, et tout, et tout. Je fais simplement le dire. Le Dead Breeze, elle me dit, hey, c'est une sorcière. C'est sûr qu'elle va, elle me le dit, elle va le faire. Et, tranquillement, pas vite, elle va commencer à ressentir les symptômes de l'envoûtement. Mais moi, je ne l'aurais pas envoûté. C'est de la suggestion. Elle croit sincèrement, moi je lui ai dit et elle croit que je l'ai vraiment fait quand c'est pas le cas. Donc là, la suggestion devient de l'auto-envoûtement. Donc ça, c'est vraiment 75%. Et là, je trouve que je suis pas généreuse. Je dirais que c'est la grande majorité des cas d'envoûtement. C'est vraiment l'autosuggestion. Les personnes s'envoûtent eux-mêmes. Parce que... L'instant, qu'est-ce que tu dis, Ledbise? Si tu voulais faire le podcast solo, fallait demander avant de m'envoûter. Mais non, je t'envoûterai pas, Ledbise. Je vais plus t'envoûter pour que tu sois hyper en forme, pour que tu travailles 4+ sur sorcellerie.net. Ça va être ça l'envoûtement que je vais te faire. Voilà, faut pas le dire, c'est les... c'est les proies préférées des charlatans, oui. Parce qu'un charlatan va toujours vous dire que vous êtes envoûté.
Quand un charlatan arrive, puis ah oui, vous êtes envoûté, c'est pas aussi facile de le savoir si on est envoûté. Donc, c'est très facile pour eux de dire donne-moi de l'argent. Je vais te dire si tu es envoûté. Ah oui, tu es envoûté, donne-moi de l'argent. Je vais te désenvoûter. C'est vraiment. C'est de l'autosuggestion. C'est rare. En fait, les envoûtements en tant que tels, c'est vraiment excessivement rare que ça arrive. Donc, oui, Dead Breeze. Donc, la suggestion pour l'auto-envoûtement, c'est vraiment la partie majeure. Sur sorcellerie.net, on vient souvent me voir pour me demander hey, je suis envoûtée, comment que je peux faire pour me désenvoûter, comment je peux faire pour savoir si je suis réellement envoûtée. Je pose des questions, mais j'ai initialement tendance à parler à la personne comme quoi que c'est probablement faux parce que c'est normal qu'il nous arrive des malheurs dans la vie. C'est normal que il y a des événements qu'on se fait mal, on se cogne à quelque part, on s'enfarge. Puis souvent, ces événements-là sont souvent collés ensemble. Euh, c'est souvent une suite d'événements, comme si, en pensant de façon négative, on crée le négatif autour de nous. On dit, hey, grande, là, ça va pas bien ces temps-ci, j'espère que je ne ferai pas d'accident. Ben oui, c'est sûr que vous allez finir par faire un accrochage. Vous êtes concentré sur autre chose. Donc, de là à, oui, la vie, c'est normal d'avoir des malheurs, c'est normal de se faire mal, c'est normal d'avoir des accidents, d'avoir des maladies, c'est normal, c'est ça la vie. Parce que sinon, on serait au paradis. On est au paradis, tout va bien, tout le monde est de bonne humeur, personne n'a une maladie, personne n'a de malaise, personne n'a mal dans le dos, et personne n'y arrive d'accident ou se blesse. Il y a juste là-bas que ça arrive. Ça, ça existe. Mais je veux dire que c'est normal, c'est ça la vie, c'est d'être capable d'accepter, de vivre avec ces événements-là, de grandir avec ces épreuves-là. C'est ça qui est important. Donc, est-ce que, bon, il m'arrive une série de malheurs, est-ce que j'ai été envoûtée? Non, pas du tout. Exactement, Dead Breeze. Pas d'épreuve, pas d'évolution. C'est ça, j'ai eu une époque dans ma vie où est-ce que j'ai évolué beaucoup. Qu'est-ce qui est arrivé? Ben, je me suis séparée, j'ai dû élever un bébé toute seule, etc. Est-ce que j'étais envoûtée? Pas du tout. Est-ce qu'on m'a envoyé un maléfice? Pas du tout. C'est les épreuves de la vie qui ont fait en sorte que j'ai grandi, je suis plus mature, je suis plus sage aujourd'hui et je suis capable de mieux vivre ma vie aujourd'hui. J'ai appris, j'ai grandi. Est-ce que ça n'a rien à voir avec la magie? C'est la vie, tout simplement. Donc, Deadby se demande, mais alors, envoûter quelqu'un, c'est de lui donner plus d'épreuves pour qu'il s'améliore? Pas vraiment. Ça dépend quel type d'envoûtement. Quand on parle d'un envoûtement qui est plus néfaste, la personne souvent est malade puis peut en mourir. Je vois pas vraiment où est-ce qu'il y a l'évolution là-dedans. Si c'est un envoûtement qui est temporaire, bon, quelqu'un se fait envoûter pendant 1 mois, pendant 2 mois, puis après s'en remet, euh, qu'est-ce que la personne peut apprendre? Qu'elle est tombée malade? C'est pas une épreuve qui est imposée par la vie, c'est une épreuve qui est imposée par quelqu'un qui n'a pas vraiment de sens en arrière, mis à part la vengeance. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose à apprendre de ça? J'aurais tendance à dire que non. C'est vraiment une question de vengeance. On va continuer. La volonté. En fait, la volonté, c'est la méthode la plus banale de l'envoûtement. C'est le fait, par exemple, d'observer quelqu'un, tu sais, quand on dit qu'on fixe sa nuque pour lui envoyer par la suite, tu sais, comme l'énergie, lui envoyer l'envoûtement. C'est en fait, peu importe la façon qu'on l'envoie, c'est vraiment une question de visualisation puis de manipulation d'énergie. On l'envoie à la personne qui en subit les effets. Euh, c'est vraiment, c'est pigé dans les émotions. Qu'est-ce qu'on veut lui faire ressentir? Quel type d'envoûtement qu'on veut lui faire faire? Si on veut que ça continue, parce que nous, on l'envoie une fois, ça reste quelque temps, mais l'énergie finit toujours par se dissiper. Fait que les envoûtements, il faut toujours refaire et refaire et refaire, et de là que je parlais tantôt, à tous les jours, idéalement, parce que sinon la personne, elle s'en remet quand même assez vite.
Et donc, c'est quand même assez puissant. Ça dépend vraiment de votre capacité de visualisation puis de concentration et surtout de pouvoir vraiment visualiser le type d'émotion qu'on veut transmettre à cette personne-là. Le désespoir, la peur, la colère, l'autodestruction, la joie, parce que ça peut être ça aussi. C'est pas nécessairement négatif, ça peut être positif aussi. Il y a une personne qui est continuellement déprimée autour de nous. Est-ce qu'on peut l'envoûter pour qu'elle se sente mieux? Bien, certainement, ça se fait autant dans les deux sens. Oui, en effet, le monde qui font des envoûtements s'en vante pas. Donc, Gazuta dit qu'il a une technique pour envoûter. On attend ton explication. Rocaille qui est en train de pêcher, visiblement. Non, je n'envoûterai pas tes poissons. Il faut avoir un contact direct. Ou un objet, mais ça, on va le voir plus tard. Par la suite, il y a. Donc, je crois que ça conclut pas mal la volonté. C'est vraiment, faut le désirer et en faire de la manipulation d'énergie. C'est plus direct, t'as pas d'objet, de baguette magique, de flafla, de rituel, c'est littéralement direct. Mais il faut vraiment maîtriser toutes les techniques, qui, je précise, sont des techniques de base, que tous les sorciers, les magiciens et peu importe, devraient maîtriser avant de pratiquer la magie. Je précise. Donc, on me dit... D'accord. Ça, je ne lirai pas. C'est pas vraiment... pas une forme d'envoûtement. Il y a peut-être juste Donald Trump qui s'en sert et qui s'imagine que ça fonctionne. Ça vous donne une idée de ce qui a été dit. Merci d'être brise. Donc, on va continuer. L'envoûtement direct. L'envoûtement direct, c'est assez dangereux, dans le sens que, tu sais, oui, il y a une différence entre la volonté et l'envoûtement direct. C'est, en fait, on se met en transe et on fait une espèce de voyage astral pour séparer son esprit de son corps pour aller rejoindre la personne à envoûter, idéalement pendant qu'elle dort, parce que quand on dort, on est comme on est comme plus sensible, on est comme plus ouvert, on est comme, tu sais, il y a moins le sentiment de défense que quand on est réveillé. Je pense qu'il y en a un autre à bannir, Dead Breeze. C'est ça, et c'est comme si on se séparait en voyage astral pour aller attaquer le corps de la personne. C'est pas nécessairement le corps, parce qu'on peut aussi attaquer son esprit, essayer de prendre le contrôle physique de la personne. C'est excessivement dangereux parce que, tout comme un voyage astral, on est lié avec le fil d'argent. S'il se brise d'une façon ou d'une autre, on peut soit venir zing-zing ou littéralement en mourir. C'est dangereux pour l'envoûteur. L'envoûté, même chose, lui, il est conscient de tout, même s'il dort, il est conscient d'absolument tout. Quand que normalement, un envoûtement, on n'est pas conscient. Les envoûtements directs, l'envoûté est conscient qu'il se fait envoûter. Il y a des façons de se protéger de ce type d'envoûtement-là. C'est si tu as un couteau, par exemple, en métal, en faisant comme des signes comme ça dans les airs un peu partout, selon ce que j'ai lu, si on accroche l'espèce d'esprit de l'envoûteur, puis qu'on le touche, ben, on peut le blesser physiquement aussi. Donc, c'est quand même dangereux pour l'envoûteur. En fait, l'envoûteur, il insuffle sa volonté au subconscient de sa victime. Puis, il n'y a pas nécessairement besoin d'envoûter son physique aussi, sans atteindre nécessairement son physique. Puis, il peut justement agir sur le physique aussi pour prendre le contrôle de son corps, comme j'expliquais tantôt. Pour que cet ensorcellement-là reste, l'envoûteur doit régulièrement répéter son envoûtement, le refaire à chaque fois. De là que c'est pas vraiment comment je peux dire,
intéressant rendu là. On risque notre vie pour envoûter quelqu'un qui risque, tu sais, que ça doit toujours être répété. En tout cas. Par la suite, oui, c'est ça. C'est ma note, là, un couteau métallique pour se protéger contre l'envoûteur. Oui, mais c'est excessivement rare. Je pense que c'est vraiment un sorcier très, très, très expérimenté. Ben, sorcier et sorcière sont les seuls qui peuvent faire ce type d'envoûtement-là. Il faut vraiment qu'ils soient expérimentés parce que c'est excessivement dangereux, même pour eux. Donc, passons au suivant. L'évocation. L'évocation, j'en ai parlé un peu dans mon dernier stream sur le Goethi. Bref, c'est comme d'évoquer ou d'invoquer une entité néfaste ou un égrégore pour vraiment attaquer directement la personne qu'on veut attaquer. Ça se fait très bien dans les pratiques. Pour s'en défendre, il faut nécessairement, obligatoirement, faire affaire avec un sorcier qui va faire aussi un autre type d'évocation pour pouvoir éliminer l'attaque. Même encore là, l'égrégore ou l'esprit néfaste ne continuellement il doit régulièrement le refaire, pas tous les jours, mais il doit régulièrement le refaire pour pouvoir continuer l'envoûtement. Et là, j'ai mon ordinateur qui fait des bubluites, puis c'est tannant. Et voilà, c'est réglé. Donc, c'est le Discord. Il doit y avoir un peu de discussion sur Discord. Pourquoi vous n'êtes pas ici? Si vous n'êtes pas ici. Donc, le Discord, c'est un chat où est-ce que vous pouvez venir discuter en direct avec nous. Moi, je suis là, Dead Breeze est là. Tout plein de membres sont là. Donc, profitez-en pour venir nous voir et discuter avec nous. Petite parenthèse. Ensuite, c'est pas mal ça pour l'évocation. C'est vraiment un esprit maléfique qui va venir, comment je peux dire, hanter, l'envoûter. Il va lui causer des maladies, des malaises, des mauvais sentiments. Il ne se sentira pas bien et tout. Est-ce qu'on peut envoûter une personne avec un ange, par exemple? Théoriquement, ça pourrait être possible, mais ça m'étonnerait que ça fonctionne. Je pense pas vraiment que les anges sont le type d'entité qui se laissent manipuler, qui obéissent aux ordres des sorciers qu'ils invoquent. Mais je dirais que tout est possible. J'ai rien lu qui disait que c'était pas possible. La messe noire. Qu'est-ce qu'une messe noire? En fait, c'est une pratique qui se fait surtout dans le satanisme. C'est comme une espèce de rébellion contre la religion catholique qui surtout, on comprend mieux pourquoi, parce que quand on sait que la religion catholique a toujours dit que les femmes c'était le mal, c'était les tentatrices, ils n'ont jamais été acceptés au sein même de l'Église, ils étaient impurs, ils étaient, toutes les mauvaises choses qu'il dit sur les femmes. En fait, le satanisme reprend ça pour pouvoir faire vraiment leur messe. Une messe noire, c'est quoi? C'est souvent la table de... pour faire les rituels, l'autel, sur lequel est couchée une femme nue, ou que le sorcier utilise la femme nue pour pouvoir vraiment déposer ses choses et tout. Est-ce qu'il y a des attouchements sexuels là-dedans? Non. C'est vraiment... Et tout le déroulement de la messe noire est littéralement l'inverse. L'inverse, pas nécessairement dans la chronologie des choses, mais c'est littéralement un rituel catholique qui a été satanisé pour... c'est une façon de ridiculiser l'Église catholique. Est-ce que les messes noires, ça fonctionne? Bien, certainement, ça fonctionne. C'est quand même la manipulation d'énergie. Est-ce que c'est nécessairement négatif? Non, c'est pas nécessairement négatif. Parce que, en fait, je pourrais peut-être faire un stream sur le satanisme. Eux, c'est plus dans la croyance que Lucifer est le porteur de lumière. Et que Dieu, qui nous apporte toujours malheur, qui est vengeur, qui est ci et qui est ça, c'est lui le méchant. C'est plus l'inverse. Mais ça, je ferai une autre présentation sur le satanisme une autre fois.
Bref, la messe noire est une façon aussi de faire des envoûtements. C'est quand même, tu sais, souvent, c'est pas une seule personne qui est là, c'est plusieurs personnes qui manipulent cette énergie-là pour envoûter une personne. Encore là, ça doit être répété. J'ai-tu autre chose à dire sur la messe noire? Non. L'envoûtement sexuel. Oh, ça mérite un mimosa. L'envoûtement sexuel, qu'est-ce que c'est? On sait, je vous recommande fortement d'aller écouter le podcast sur la magie sexuelle qui va sortir bientôt ou qui est déjà sorti pour les Patreons et qui va sortir dans quelques semaines pour tout le monde. Bref, la magie sexuelle, c'est quoi? C'est une magie qui, c'est l'énergie qui est accumulée pendant l'acte sexuel et que, avec une intention, avec une volonté, on envoie cette énergie-là vers la source. C'est une forme de rituel, mais que la façon de concentrer l'énergie est, disons, différente des autres types de rituels. On peut littéralement faire un hôtel et monter littéralement comme la bougie, le feu, et etc. On peut monter tout ça pour faire la magie sexuelle comme on peut le faire sans flafla non plus. L'important là-dedans, là, je fais des petites précisions, c'est que les personnes sont consentantes. Souvent, quand que c'est votre partenaire de vie, votre conjoint, par exemple, ça fonctionne beaucoup plus. Les prostituées sont totalement évitées pour ce type de pratique-là. Et je le répète, toutes les deux personnes doivent être consentantes. Consentantes et non pas tu dois le faire, ah d'accord, j'accepte de le faire. Non, ils doivent vouloir le faire. C'est consentant. Vous le faites pas pour le plaisir de l'acte, vous le faites vraiment, c'est assez difficile parce que vous devez le faire, oui, mais vous concentrez sur les intentions que vous voulez faire. Et ça accumule vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie. C'est un type de rituel un type de magie qui est très, très, très puissante. Donc, l'envoûtement sexuel, c'est pas non d'envoûter quelqu'un pour que sexuellement vous puissiez l'obtenir. Pas du tout. C'est vraiment un envoûtement avec la magie sexuelle. Ce type d'envoûtement-là est très puissant. La seule façon de le contrer, c'est aussi avec la magie sexuelle. Et non, un sorcier ne vous demandera pas de faire de la magie sexuelle avec lui pour vous désenvoûter. Non. Ça, il y a des façons, si vous apprenez à visualiser, vous concentrer et tout, c'est à la portée de tous, la magie sexuelle. Et encore là, idéalement, pas idéalement, ça doit être des partenaires. Que vous devez vous connaître et que ce ne soit pas la première fois, bien sûr, et que c'est consentant. Consentant. Il ne doit pas avoir tu dois le faire, d'accord. C'est non, consentant. Et non, payer quelqu'un, c'est pas consentant en plus. Donc, petite précision. Donc, c'est ça l'envoûtement sexuel. On peut faire à peu près n'importe quoi dans l'envoûtement, mais c'est vraiment la façon de le faire qui rend tout ça quand même assez puissant parce que l'énergie qui est dégagée pendant l'acte est très, très, très impressionnant, surtout si les deux partenaires sont des sorciers. Ils peuvent être deux à faire la charge d'énergie et à la projeter. C'est quand même beaucoup, beaucoup d'énergie très puissante. Continuons. Personne n'a des commentaires? Hein? C'est drôle, les deux qui ont été bannis, je suis à peu près certaine qu'il y en aurait eu. La chaîne magique. C'est quoi la chaîne magique? C'est un rituel de groupe, c'est une chaîne humaine. Souvent, tu as une espèce de, je dis de maître, comment que j'avais écrit? C'est ça, c'est un maître de la chaîne que lui, son travail, c'est vraiment de prendre l'énergie qui a été accumulée et de la lancer. Tandis que toutes les personnes de la chaîne, ils font tout simplement, ils font le rituel pour l'accumulation d'énergie.
La chaîne se fait en se tenant par la main ou par les épaules. La chaîne maçonnique, c'est une chaîne qui est encore plus puissante. La chaîne maçonnique, c'est tenir la main droite du voisin. C'est comme si je tiens la main droite du voisin. Donc, on a les bras croisés comme ça, d'un voisin à l'autre. Je tiens la main droite ma main droite tient la main gauche du voisin et ma main gauche tient la main droite du voisin. Ça, c'est une chaîne maçonnique et elle est encore plus puissante. Le maître de la chaîne, évidemment, si lui a besoin de ses mains pour projeter l'énergie, les personnes qui sont à sa gauche et à sa droite le tiennent l'épaule. C'est ça, ça peut créer un égrégore, parce qu'un égrégore doit avoir, il y a beaucoup de personnes qui doivent être impliquées pour réussir à créer un égrégore, qui est une masse d'énergie qui est capable de d'agir seul. Quand un égrégore est très, très, très... quand on croit en quelque chose, par exemple, je donne simplement un exemple, on croit l'espèce d'être spaghetti. Les Européens savent de quoi je parle, comment il s'appelle, le nom m'échappe, une espèce d'être spaghetti qui dévaste tout. S'il y a plusieurs personnes qui y croient, puis juste le fait de croire donne de l'énergie. Puis croire, c'est pas nécessairement positif, ça peut être négatif aussi. La peur envoie de l'énergie à un égrégore. Quand il y a plusieurs personnes qui envoient cette énergie-là, l'égrégore est créé, et quand il a assez d'énergie, ben il agit de lui-même. Jusqu'à temps que, éventuellement, s'il n'y a plus personne qui croit en lui, l'énergie se dissipe et il disparaît. Mais bref, la chaîne magique fait en sorte qu'un égrégore peut être créé parce qu'il y a plusieurs personnes dans le coup. Je dis peu parce qu'il faut vraiment qu'il y ait beaucoup de personnes. Sinon, ça peut créer une forme comme de vortex d'énergie qui est envoyée à la personne précise. Il faut vraiment qu'un groupe déteste une personne pour ça. Mais ça, c'est un petit commentaire en passant. Par la suite, s'il y a peut-être d'autres questions, je vais prendre une petite gorgée pendant que, au cas où vous avez des questions. Je voyais mon chat, elle est dans les airs ici, puis elle me regarde, toute couchée. Elle est mignonne. Petite parenthèse en passant. Donc, ensuite, l'enclouage. Qu'est-ce que l'enclouage? C'est ça. Je les ai toutes mis ensemble, l'enclouage, le nœud, puis le nouement à l'aiguillette. Tout simplement parce que c'est des vieilles méthodes. C'est des méthodes de paysans, de fermiers, pour envoûter une personne. Est-ce qu'on fait ça encore aujourd'hui? Non, parce que ça va être assez difficile sur l'asphalte ou sur le béton. Donc, est-ce qu'on fait ça encore aujourd'hui? Non, c'est des vieilles pratiques. Est-ce que ça fonctionnait? Probablement. Mais je fais juste le mentionner pour vous expliquer un peu c'est quoi si vous en entendez parler plus tard. L'enclouage, c'est, il y a une personne qui vous suit, qui est devant vous, vous ne l'aimez pas. Vous pouvez littéralement prendre un clou et l'enfoncer dans une de ces traces de pas dans le sol. Ou littéralement dans son ombre. Ça cloue la personne au sol, ça lui cause désespoir, ça peut lui causer de la douleur, ça lui cause des désagréments. Donc, c'est une façon de clouer une personne. Il y a le chevillage aussi, je ne l'ai pas écrit là. Là. Il y a le chevillage aussi. En fait, c'est d'enfoncer un morceau de bois où une personne ou un homme vient d'uriner, parce que c'est plus habituel que les hommes urinent à l'extérieur que les femmes, quoique c'est pas impossible, où une personne vient d'uriner en visualisant de l'enfoncer dans l'urètre de la personne dans un but de l'empêcher d'uriner jusqu'à la mort. Ou littéralement de causer des maladies. C'est assez morbide. Oui, Dead Breeze, ouais, c'est... Quand je l'ai lu, je me suis dit je vais le mentionner, mais en tout cas, faut vraiment pas aimer une personne. Oui, il y a des livres là-dessus. J'ai fait des recherches et j'en ai trouvé
beaucoup, beaucoup de livres. Il faut faire attention parce que la majorité des livres que j'ai lus, c'est des livres de revenez vers Dieu. Autant revenez vers le Dieu catholique ou revenez vers l'islam, revenez vers... c'est vraiment la mauvaise sorcellerie et comment s'en protéger. Il y en a quand même beaucoup comme ça, mais oui, il y a plusieurs livres sur les méthodes d'envoûtement avec détails sur comment le faire. Il y a certains livres que c'est des vieux livres qui datent des années 1700-1800. Eux, c'est drôle parce que leur façon de se désenvoûter, c'est vraiment d'invoquer Dieu, Jésus ou la Vierge Marie. Donc, ça dépend vraiment. Aujourd'hui, ça ne fonctionne pas vraiment, d'un sens que si vous n'êtes pas catholique, et vous allez invoquer la Vierge Marie. C'est probablement son égrégore qui va répondre, mais ça perd un peu de sa puissance, je dirais. Bon. Donc, le nœud, c'est quoi le nœud? C'est, vous allez par exemple chez une personne, vous lui prenez un coussin, un oreiller, vous le décousez. À l'intérieur, vous faites un nœud, littéralement avec du fil blanc ou du fil noir. Souvent, c'est un fil que vous pouvez faire 9 nœuds pour vraiment nouer la personne, pour qu'elle se sente pas bien. Par la suite, vous recousez le tout et vous la remettez. Plus que le tissu, plus que la chose que vous nouez est proche de la personne, idéalement, il faut que ça la touche de façon quotidienne. Plus que c'est proche de la personne, plus que l'envoûtement est actif. Ça peut être des vêtements, ça peut être des couvertures, ça peut être absolument n'importe quoi. Sinon, le nœud peut être placé à un endroit précis où est-ce que la personne marche souvent dessus ou est très, 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 très proche. C'est par exemple en dessous du lit, proche de la tête du lit, directement dans le matelas, par exemple. Il faut, plus que l'objet est en contact avec la peau de l'envoûté, plus que ça fonctionne. C'est le nœud. Le nouement à l'aiguillette, ça, je le mentionne parce que je l'ai trouvé drôle. Autant dire, quand on parle d'un envoûtement qui est assez tiré par les cheveux et excessivement précis pour l'accomplir, j'ai moins tendance à le croire, disons-le. Le nouement à l'aiguillette, ça dit que ça rend impuissant. Ça rend l'homme impuissant et ou la femme frigide. En fait, il faut attacher la verge d'un loup. Et là, la verge d'un loup, on se doute de ce que c'est. Sa verge. Mais le loup doit être nouvellement tué. Ça doit être, la verge, elle doit être fraîche. C'est ça. Donc, on noue la verge du loup nouvellement tué avec un fil blanc. Puis le fil blanc, on doit littéralement le nouer après que on aille appeler la personne visée, par exemple un homme, on va l'appeler Gilbert. Je suis désolée s'il y a quelqu'un d'entre vous qui s'appelle Gilbert. On dit Hey Gilbert, la personne se retourne, dit oui, et on le noue, ça rendrait Gilbert impuissant. C'est un exemple. Mais il y a une précision là-dedans. Ça doit être dans l'église ou à la sortie le jour du mariage de l'intéressé. C'est tellement précis que ça en est ridicule, tant qu'à moi. Ça se peut comme pas. Le jour du mariage, à sa sortie ou dans l'église même, on doit l'appeler, doit se retenir et on doit faire ça avec la verge d'un loup. Avec disons que ça doit être assez bizarre d'arriver avec une verge de loup puis un fil. Il me semble que si on veut pas se déclarer, Gilbert n'est pas impuissant, il a peur, je crois. C'est clair, voir quelqu'un arriver devant soi avec une verge puis un petit fil puis dire ah. Il me semble que c'est plus épeurant pour sa santé mentale. Aujourd'hui, on a des hôpitaux psychiatriques, je pense, qui prendraient ces cas-là. Mais c'est assez. Donc, c'est tellement précis que c'en est ridicule. En tout cas, moi, j'y crois pas tant. C'est vraiment... je le mentionnais parce que j'ai trouvé l'anecdote assez drôle. Ensuite, la charge.
La charge, c'est souvent de la haine. On n'aime pas une personne, on veut absolument... Delbuse a dit que c'est propice à l'autosuggestion au bout. Oh oui, oh oui. Ça se peut même que ça fonctionne justement parce que la personne l'a vu, puis a vu les yeux méchants avec la verge puis la corde. C'est sûr que c'est de l'autosuggestion, là, si la personne y croit. Parce que si la personne ne croit pas, ça fera rien du tout. Bref. La charge. C'est de la haine, souvent, la charge. C'est, disons, ce que j'ai lu, c'est assez macabre. Donc, avis aux plus sensibles, j'en suis désolée, je le mentionne, mais il y a d'autres façons de faire de la charge, je le précise. Ils disent qu'idéalement, ça doit prendre un animal vivant, qu'on va donner les attributs de la personne ou de l'animal, parce que ça peut être un animal aussi, qu'on veut faire du mal ou qu'on veut tuer, littéralement. Par exemple, des vêtements, des bijoux ou des choses qui appartiennent à la personne visée. Donc, on l'attribue l'animal et avec un couteau neuf, on doit le tuer de façon la plus lente possible. En mettant l'énergie sur les intentions qu'on veut faire ça à la personne visée. C'est fortement non recommandé. Faites pas ça, c'est dégueu, c'est un manque de respect, puis c'est faire souffrir le monde pour rien. C'est ma parenthèse. Il y a aussi une façon de le faire avec un animal mort, déjà mort, ou un œuf, ou un cœur d'un animal, dans lequel on plante des clous. Il faut que cet objet-là, l'animal, l'œuf ou le cœur, soit enterré à un endroit où est-ce que la personne visée ou l'animal visé marche régulièrement. On s'entend que aujourd'hui en ville, c'est assez difficile étant donné que tout est bétonné puis tout est asphalté. Mais on doit le mettre à une place où que la personne marche régulièrement pour pouvoir avoir un contact avec l'objet. Ça peut être aussi le fond d'un garde-robe dans la noirceur d'un placard ou en dessous de son lit en arrière de sa tête. Sauf que maintenant, ça finit par sentir pas bon. Mais c'est ce qui était écrit, littéralement. La charge va donner de la haine. En fait, étant donné que l'objet, je vais dire l'objet, je préfère ça que les autres mots, l'objet on va placer, nous, on a mis toute notre haine à l'intérieur de cet objet-là, et l'objet va diffuser cette haine-là, comme un diffuseur d'huile essentielle, mais il va diffuser cette haine-là, plus que c'est proche de la personne, plus que c'est efficace, jusqu'à temps que l'énergie se dissipe. Parce que là, maintenant, ça finit par se dissiper. Et la personne, elle peut être malade, elle peut se sentir pas bien, être déprimée et tout. Et pourrait, tout dépendant la puissance de l'envoûtement, pourrait en mourir. Si vous trouvez ce type d'objet-là proche de chez vous, la façon d'enlever le sortilège, c'est littéralement de le jeter dans le feu, de le brûler. En le brûlant, le maléfice est détruit et merci, bonsoir, c'est terminé. Par la suite, changeons de sujet, ça va être pas mal plus joyeux. J'aime pas faire mal aux animaux et faites pas ça s'il vous plaît. Bref, alimentaire, des envoûtements alimentaires, c'est quoi? C'est comme des filtres d'amour. Par exemple, et là, en tout cas, c'est ajouter un ingrédient à une boisson ou à un plat qui provient de la personne que, comme on veut que l'autre tombe amoureux. Par exemple, moi, je veux qu'un garçon tombe amoureux de moi. Ben, je peux y faire boire quelque chose ou est-ce que j'ai infusé tout d'abord avec des rognures d'ongles, avec de la salive, avec du sang, ou avec autre chose d'un petit peu plus exotique, comme par exemple du sperme. Ça se fait. Quoique,
Non, je mentionnerai pas ça. Je dis quoi qu'il y a des gars qui aiment ça, faire rajouter un ingrédient secret dans les verres des filles. Bref. Donc, ce type d'envoûtement-là, est-ce que ça fonctionne réellement? Pas vraiment. Parce que, tu sais, par exemple, il y a des recettes qui disaient d'incorporer tel poison à son breuvage. C'est un poison. C'est comme, c'est pas vraiment un envoûtement, tu l'empoisonnes la personne. Comme rajouter des herbes. Même chose, ça devient un médicament, c'est pas un envoûtement en tant que tel. Euh, Rajouter, en fait, sans le rituel en tant que tel, rajouter de son sang ou se tremper quelque chose, son quelque chose dans le verre d'une fille, il ne fera pas en sorte qu'elle va tomber amoureuse de vous. Il faut vraiment la visualisation, la concentration d'énergie pour, il faut vraiment le rituel autour pour que ça fonctionne. Puis qu'est-ce que ça fonctionne? Ben, c'est le rituel en tant que tel. C'est l'énergie en tant que tel plus que ce que vous allez mettre dans son verre. On appelle ça aussi de la drogue, tout dépendant. Parce que, avec certaines drogues, des fois, je finirai pas ma phrase. Par la suite, changeons de sujet. La poupée ou l'adagide, c'est le moyen d'envoûtement le plus populaire, le plus connu, bien sûr, et c'est pour ça que j'en parle à la fin. C'est le plus connu. La poupée ou l'adagide, j'ai discuté un peu de la façon de faire pendant mon stream sur la Goetie, qu'éventuellement je vais mettre aussi sur YouTube. C'est en fait c'est ce qu'on appelle le volt, qui est la matière conductrice. C'est de la cire, ça peut être une plaque de gélatine, ça peut être en tissu, ça peut être n'importe quoi. En fait, c'est la matière qui est fabriquée, qui est faite en forme de poupée humaine, qui est sexée aussi, parce que cette poupée-là, cette dagide-là, doit ressembler le plus possible à la personne qu'on veut envoûter. Donc, elle doit avoir son sexe, ça doit lui ressembler, elle doit avoir des vêtements, et on la charge avec un objet de cette personne-là. Ça peut être des bijoux, ça peut être du linge, ça peut être comme une rognure d'ongle, ça peut être de son sang, ça peut être d'absolument n'importe quoi. Mais on doit relier la poupée, la dagide, ou des fois c'est des statuettes, avec un objet de la personne pour vraiment pouvoir la charger. C'est sûr qu'il y a des rituels précis pour ça. On ne fait pas une poupée puis le lendemain matin, elle fonctionne. Souvent, on la fait, je pense que c'est à la pleine lune, et ça prend un cycle complet de lune pour qu'elle puisse devenir assez puissante, qu'elle puisse se charger avec l'énergie de la lune. Par la suite, aussitôt qu'elle est valide, on peut enfoncer des clous, la frapper, l'insulter, faire absolument... En fait, faire tout ce qu'on veut faire avec la personne à envoûter. Par la suite, ça peut être une photo aussi, tout simplement. Tu sais, des fois, quand il y a des rituels de magie blanche, qu'on prend une photo de la personne et qu'on l'enroule avec une corde, avec une ficelle, c'est une forme de comme de poupée, c'est à peu près c'est le même principe en fait. Fait que c'est pas de la magie blanche, soit dit en passant. Il y a aussi des figurines de papier qui sont utilisées en magie chinoise, par exemple. C'est en fait n'importe quoi qui a la forme d'un corps, comme j'expliquais. C'est ça, donc par la suite, la poupée en tant que telle va fonctionner tant et aussi longtemps que elle va exister. Vous pouvez l'enterrer au pied d'un arbre pour comme qu'elle reste chargée puis qu'elle reste toujours fonctionnelle. Idéalement, si vous voulez que la personne subisse des contre-coups, parce que la poupée représente la personne. Si vous ne faites rien à la poupée, ben, la personne n'a rien du tout. Donc, régulièrement, vous devez alimenter votre haine envers cette personne-là. Tant qu'à moi, c'est pas très sain, mais ça se fait, ça fonctionne très bien d'ailleurs. C'est pour ça que, des fois, on l'appelle la poupée vaudou. Il n'y a pas simplement dans le vaudou que la dagide existe et fonctionne bien. Par la suite,
suivant, les symptômes de l'envoûtement. Et là, je mets un bémol, parce que des symptômes, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être tout simplement une dépression, une réelle dépression et non pas un envoûtement. Ça peut être des problèmes physiques, une maladie qu'on ne connaît pas l'existence. On commence à avoir des symptômes, parce qu'il y a certains symptômes qui... c'est presque toutes les maladies. On dit, j'ai pas d'énergie. Normalement, quand on est malade, c'est rare qu'on déborde d'énergie. Donc, il y a des symptômes que, ah oui, je suis fatiguée ces temps-ci. C'est parce que fatigué, c'est peut-être juste le fait que vous dormez mal, le fait que vous travaillez trop, le fait que, psychologiquement, vous êtes, comme, vous en demandez trop à vous-même, vous avez jamais vraiment de repos. La fatigue peut être tout simplement ça et non pas nécessairement un envoûtement. Mais il y a des symptômes, on va dire. Bon. Le sujet devient sombre, triste, inquiet sans raison, abattu, agité. Puis là, quand je parle d'agité, c'est pas nécessairement que la personne déborde d'énergie et est agitée. Normalement, quand on a un mal-être, quand on a une douleur, qu'elle soit physique ou psychologique, on est agité parce qu'on n'est pas confortable. Donc, l'agitation vient. Tout ce que je viens de nommer, c'est aussi la définition d'une personne qui souffre de dépression. Est-ce que la dépression, c'est un envoûtement? Non, c'est la dépression. Tout simplement, des fois, il nous arrive des choses dans la vie qui font en sorte qu'on a de la misère à suivre. Et là, on devient comme plus déprimé parce qu'on a de la misère, justement, à suivre. Et là vient une petite dépression. C'est simplement, des fois aussi, c'est des dérèglements dans les neurotransmetteurs au cerveau. Donc, c'est pas parce que nécessairement vous faites une dépression que vous êtes envoûté. C'est faux, vraiment. Il y a plusieurs symptômes qu'il faut regarder avant de faire des conclusions, parce que sinon vous allez vous auto-envoûter. Douleurs diverses et soudaines. Ça peut arriver que tu es comme aïe aïe, oh aïe aïe aïe, mais est-ce que là encore là c'est un envoûtement? Non. Ça peut être tout simplement des douleurs musculaires, ça peut être des douleurs articulaires, ça peut être aussi vous avez fait trop d'exercices, puis que c'est une mauvaise position, une mauvaise posture. Ça peut être une maladie aussi, un problème littéralement physique. Parce que c'est pas parce que vous êtes en train de faire un infarctus que nécessairement vous êtes envoûté. Je le précise. Mais oui, on parle de douleurs diverses, des douleurs soudaines, que il n'y a pas d'explication, que c'est inconnu totalement, que vous ne savez pas d'où est-ce que ça vient, puis malgré avoir consulté des médecins, personne ne trouve rien. Au réveil, il y a des traces de coups, des bleus, bref, ou des marques rouges, et ou de griffes sur le corps. À moins que vous ayez un chat et qui est assez violent avec vous la nuit, j'avoue que c'est quand même des marques qui peuvent... comme... Où est-ce que vous pourriez avoir des soupçons? En amour, parce que, bon, des envoûtements amoureux, oui, ça existe, comme beaucoup de rituels de magie blanche, d'un livre d'un auteur que je n'aime pas beaucoup, que je n'aimerais pas, qui est malheureusement dans ma bibliothèque en arrière. Quand que vous êtes envoûté dans un rituel d'amour, il y a de la perte de volonté, abandon de toute pudeur. Bref, être nu, ça vous dérange plus du tout. Perte de résistance envers une personne. La personne, que initialement, vous êtes... la personne vous rend complètement indifférent, vous l'aimez pas, elle est bof. Il n'y a pas aucune raison pour laquelle vous pourriez développer des sentiments amoureux envers elle. Et soudainement, vous ne lui résistez plus, vous arrêtez, vous dites ah ben, je vais faire tout ce que tu veux. Ah ben, ok, la personne ne vous a jamais attiré, mais soudainement, vous faites tout ce qu'elle vous demande. Soumission. C'est à peu près la même chose que ce que je disais tantôt. On appelle ça aussi un viol moral. En fait, tous les rituels amoureux, c'est un viol moral. Parce qu'il y a des viols physiques, puis il y a des viols moraux. Idéalement, dans ce type de rituel-là, la personne n'est plus elle-même, parce que justement, elle perd sa volonté, elle perd sa personnalité. Mais cette personne-là aussi n'est plus... à l'intérieur d'elle-même, elle combat en même temps l'envoûtement.
Fait que, des fois, il peut y avoir des moments d'agression, beaucoup d'agressivité, si par exemple une femme fait un rituel amoureux, fait un envoûtement amoureux vers un homme, l'homme peut littéralement refuser qu'elle lui dise non. Par exemple, bon, il veut avoir du sexe, la personne dit non, ça ne me le tente pas ce soir. Cette personne-là l'a envoûté. Donc cette personne-là dit, tu sais, comme non. C'est c'est comme si tu m'as induit ce désir-là, je deviens agressif et je le fais. C'est une forme de soumission. Donc, c'est ça. C'est comme tu as le viol physique, puis tu as le viol moral, et les rituels amoureux, c'est un viol moral. Des questions? Passons vers la détection des envoûtements. Comment on détecte? Bon, il y a la radiesthésie qui peut détecter un envoûtement. Il faut, en fait, c'est le pendule qu'on doit... en fait, contrairement à ce qu'on croit, c'est pas le pendule qu'on met au-dessus de la personne. Le pendule est dans la main droite. Et de la main gauche, on est sur le au-dessus du corps de la personne qui pourrait être envoûtée. En passant la main sur chacun des chakras et en posant la question au pendule, en l'ayant comme immobilisé d'abord. J'en ai un ici, là. Mais ayant immobilisé le pendule, en posant une question, le pendule va répondre. Et là, quand je parle du pendule, vous devez être déjà un habitué du pendule. La personne qui le tient doit être un habitué parce que le pendule répond de façon différente d'une personne à l'autre et la personne qui est habituée au pendule va savoir, la façon que le pendule agit, va savoir c'est quoi la réponse. Si oui, non, y a-t-il quelque chose, oui, non. Et la main gauche qui est au-dessus du corps, mais cette main gauche-là, en fait, idéalement, tout ce qui est bijoux, vêtements et tout, ben la personne initialement doit être nue. Chaque chakra doit être nu, ça doit être directement à la peau. La personne ne touche pas la peau, il doit avoir la main au-dessus, mais il ne doit avoir pas d'intermédiaire entre la main et la peau, en fait. Évidemment, on essaye d'éviter de le chakra sacré, disons, le sacrum, qui est plus au niveau des parties sexuelles, c'est souvent, en fait, c'est le dernier chakra qu'on vérifie parce que c'est jamais le fun d'être complètement nu devant une personne. Bref. Donc, il y a la radiesthésie qui peut détecter un envoûtement, mais le sorcier qui manipule le pendule doit être habitué. Il a le tarot. En tirant certaines cartes de tarot, il y a des combinaisons qui peuvent faire en sorte qu'on peut savoir si oui ou non on est, on est envoûté. Souvent, c'est des combinaisons entre 3 et 5 cartes. Si c'était dans les livres que j'ai vus, il y a vraiment toute une liste de combinaisons si vous avez telle combinaison. Donc oui, vous êtes envoûté, mais évidemment, en tirant le tarot, vous devez vraiment vous concentrer et être toute là pour vous concentrer sur l'idée de est-ce que je suis envoûté. Et là, le tarot peut répondre. L'astrologie. Personnellement, je ne suis pas une grande fervente de l'astrologie. Et utiliser l'astrologie pour savoir si on est envoûté, moi, j'ai envie de faire non, non, non. J'y crois pas du tout. L'astrologie, c'est plus général. Oui, il y a des façons d'avoir de quoi de plus précis avec une personne précise, si certaines planètes sont dans le cadre, etc., etc. Mais même encore là, si on est plus qu'une personne, ça ne veut pas dire que tout le monde nécessairement est envoûté. De là, mon scepticisme. Je ne crois pas que l'astrologie peut vraiment détecter un envoûtement, mais il mentionne dans au moins 3 des livres que j'ai lus, ils l'ont mentionné. Donc, je vous le mentionne, mais moi, j'y crois pas. Tu as aussi la méthode de l'huile. La méthode de l'huile, je l'ai expliquée en détail sur sorcellerie.net dans un post justement sur l'envoûtement. C'est en fait je vais vous l'expliquer vite. Sur une table, on remplit une tasse qui est quand même assez large d'eau, littéralement au rebord. Ensuite, il y a
On remplit un petit pot d'huile d'olive vierge. Pas nécessairement, le pot n'a pas nécessairement besoin d'être gros. Donc, c'est de l'huile d'olive vierge. Il faut magnétiser d'énergie cette huile-là par la concentration, la visualisation, puis la manipulation d'énergie, bien sûr. Donc, on charge l'huile. Et la personne qui doit être testée plonge un doigt dans l'huile et laisse dégoûter l'huile dans la tasse d'eau. C'est précisément l'annulaire gauche. L'annulaire gauche qu'on trempe dans l'huile. On fait tomber 3 gouttes. Au besoin, si on n'est pas capable de faire tomber 3 gouttes, on peut retremper le doigt pour faire le total de 3 gouttes d'huile dans la tasse. Et on laisse la tasse tranquille pendant quelques minutes. On n'y touche pas. On fait absolument rien. On la remue pas pour rien. S'il y a un envoûtement, peu importe un maléfice, un harcèlement, s'il y a de l'énergie négative qui vous touche, l'huile va se dissoudre dans l'eau. Comme si elle n'était pas là. Comme s'il n'y avait jamais eu d'huile. Elle va littéralement se répandre et elle va se diluer. Si, dans le cas contraire, s'il n'y a pas d'envoûtement, ben l'huile va faire comme de l'huile d'habitude sur de l'eau, c'est-à-dire va faire un ou plusieurs petits ronds d'huile au travers, sur le dessus de l'eau. L'huile ne se mélangera pas à l'eau, va vraiment rester séparée. Ça peut être 1, 2, 3, 5, 10 bulles. Ça ne veut pas dire qu'il y en a 3, que vous êtes ensorcelé 3 fois. Non, ça veut littéralement dire que vous n'êtes pas ensorcelé. Si l'huile ne se mélange pas à l'eau, vous ne l'êtes pas. Est-ce que cette méthode-là est fiable à 100%? Non. Non, ça dépend vraiment de la façon que l'huile a été chargée. Ça dépend de plein d'autres façons. Il y a aussi, on me parlait aussi de la technique d'une plante. En fait, si ma mémoire est bonne, on touche la plante ou on la manipule, on envoie de l'énergie. Si la plante meurt, évidemment, il faut l'arroser, il faut en prendre soin de la plante pareil. Là. Mais je veux simplement dire que si l'énergie que vous envoyez à la plante, en fait, l'énergie qui vous entoure, mettons que disons qu'on est envoûté, bien nécessairement l'énergie ne sera pas nécessairement positive, donc la plante va en mourir. Ça aussi, c'est une façon de voir si on est envoûté ou non. Mais même encore là, cette méthode-là est assez longue à avoir le résultat. La défense. Comment se défendre des envoûtements? Là, évidemment, il y a le désenvoûtement lui-même. C'est littéralement se libérer, se désenvoûter. Il y a certains types, comme je l'ai mentionné au travers en lisant les façons d'envoûter, il y a certains types d'envoûtements qui sont assez puissants et qui nécessitent un désenvoûtement. Par exemple, il y a l'évocation, que ça, nécessairement, ça prend un sorcier qui peut le faire, qui est expérimenté. Ça ne doit pas être la personne envoûtée elle-même. Ça doit être une autre personne. Il y a, la chaîne magique, je crois, qui est quand même assez puissante. La charge. Il y a différentes façons où est-ce qu'on a des différents types d'envoûtement où est-ce qu'on a besoin d'une personne pour nous désenvoûter. Ceux que j'ai pas mentionnés de parade, là, bon, mais ceux on a besoin d'un sorcier ou d'une sorcière pour nous désenvoûter. Il y a par contre un bémol que j'ai lu, comme quoi que pour la sorcière, elle faut, en fait, autant la sorcière que la sorcière doivent être très expérimentées, mais la sorcière doit être ménopausée. Je comprends pas pourquoi, mais c'est une mention, donc je le mentionne. Comme quoi que certains livres disent que la sorcière doit être ménopausée. Bref, c'est un rituel qu'on ne peut pas faire soi-même. Il faut que absolument que quelqu'un d'autre le fasse pour nous. Il y a le contre-envoûtement. C'est une forme de retour à l'expéditeur. On peut, par exemple, créer une statuette. Une forme, comme je parlais tantôt, là, de la poupée, la d'Agide. On en crée une, mais à notre image à nous. On la charge, tout. On attend son cycle de la lune pour qu'elle puisse se charger comme il faut. Et par la suite, c'est comme si il y a l'envoûteur,
t'as nous-mêmes qui est envoûté, puis il y a une ligne qui nous relie à l'envoûteur. Étant donné que la Dagide est comme une partie de nous, ben c'est comme si là, l'envoûteur lie les deux personnes. Et par la suite, nous, par un simple petit rituel, on peut littéralement attacher que la Dagide à l'envoûteur. Donc, l'envoûteur envoûte notre statuette, notre poupée, et nous n'avons plus rien. Évidemment, c'est la poupée qui devient une nouvelle victime. Elle est pas un être vivant. Ben, elle renvoie l'énergie à l'envoyeur, qui risque de l'avoir assez mal d'ailleurs. Pour que la poupée puisse... En fait, c'est une façon de se protéger de façon à long terme, peu importe le type d'envoûtement, et non pas sur un envoûtement précis. On crée justement une statuette, une Dagide de notre image, qu'on charge tout et qu'on enterre au pied d'un arbre. Pas d'un arbuste, d'un arbre. Peu importe si l'arbre meurt, peu importe ce qui arrive, elle est toujours chargée, elle est toujours là, elle va toujours nous protéger. Donc, c'est ça, c'est une protection à long terme. C'est une bonne façon de se protéger. C'est une forme de contre-envoûtement, comme de retour à l'envoyeur. Il y a les dérivateurs. Ça fait absolument rien pour se protéger quand on est proprement ensorcelé. Mais c'est une façon de nous protéger pour éviter qu'on le devienne. Il y a l'eau, un bol d'eau qu'on change matin et soir. L'eau absorbe beaucoup les énergies. Donc, nous, en l'achetant, on jette la mauvaise eau, mais évidemment, si l'eau, on peut Il parlait beaucoup d'eau bénite. C'est assez facile de bénir de l'eau, mais autant dire que tant qu'à moi, c'est pas vraiment nécessaire. C'est ça. Idéalement aussi, en changeant l'eau, il faut laver le récipient à grande eau. Pas nécessairement avec du savon, mais vraiment mettre la grande eau pour littéralement enlever tout ce qui est négatif de cette eau-là et la remplacer 2 fois par jour. Il y a le charbon de bois qui fait à peu près les mêmes effets. Dans une assiette creuse, on met du charbon de bois. Il faut les mettre partout où est-ce que, tu sais, c'est... J'ai pas tendance à dire où est-ce que c'est ciblé, mais en dessous de notre lit ou notre tête de lit, dans les entrées, dans toutes les pas de porte intérieures, les coins sombres, justement où est-ce qu'on met des fois des charges. Ils sont bons 7 jours. Au bout de 7 jours, il faut les jeter dans de l'eau courante, comme par exemple une rivière, ou littéralement les mettre dans le feu pour qu'ils brûlent. Parce que toute l'énergie qu'ils ont chargée est soit nettoyée par l'eau de la rivière, ou soit en brûlant, ben c'est éliminé, tout simplement. Il y a les pointes, c'est des pointes de métal, ça peut être des espèces de grandes baguettes à tricoter que nous, on place, on peut mettre une espèce de liège en dessous, on met le pic vers le haut et on peut placer un peu partout, à peu près dans les mêmes endroits que je le mets tantôt pour le charbon de bois. C'est-à-dire les pas de porte, les coins sombres, proche de notre lit, proche de notre tête de lit, et autant ces espèces d'épingles à tricoter, de baguettes à tricoter en métal. Je précise que ça soit du métal. Ça peut être un couteau aussi, un couteau neuf, à manche blanc ou noir, ça importe peu. Le couteau aussi, la lame pointée vers le haut, c'est pas très sécuritaire pour les enfants, mais toujours façon de le faire. Ça aussi, ça protège. Le couteau doit être fixé à la tête de lit et ça protège surtout contre les attaques, les envoûtements directs. Donc, c'est une méthode de défense que j'ai lu aussi pour mon direct sur la Goetie. Donc, est-ce que je peux dire que ça fonctionne? J'aurais tendance à dire que oui. Sauf que quand on a des enfants, c'est dangereux. Je le précise, si vous pouvez penser ce genre de choses-là. Par la suite, il y a les transferts psychiques. Les transferts psychiques, c'est qu'on met une plante fragile proche de nous et cette plante-là va comme... par exemple, des anémones, des roses et tout. Elle doit être en terre, elle doit être vivante et on lui impose les mains pendant 10 minutes.
Ça élimine comme les énergies négatives. Évidemment, la plante elle risque de ne pas survivre. J'avais lu qu'on peut en avoir deux, par exemple, pour toujours en avoir deux, puis en même temps, il parlait de prendre la feuille de un puis de mettre dans l'autre. C'est une forme de rituel que je me suis pas très attardée, mais la lecture est toujours disponible, là, les formes de transfert psychique. C'est les transferts envers une plante ou un animal, mais les plantes, c'est vraiment le meilleur. Par la suite, les protections. Tu as différents types de façons de se protéger contre les envoûtements. Tu as l'état mental. L'état mental, c'est quoi? C'est comme quand on dit, quand vous traversez un couloir, une ruelle qui est sombre, vous avez peur. Ben, imaginez-vous que vous êtes un loup et que vous traversez votre territoire. Des fois, s'il y a un agresseur, juste le fait que vous avez l'air d'être en confiance va le dissuader de vous attaquer. Peut le dissuader de vous attaquer. L'état mental, c'est à peu près la même chose. Si vous êtes évolué, vous êtes des pratiquants, vous êtes habitués, comme de manier l'énergie et tout, ben ça va être plus difficile de vous envoûter. Comme on dit, l'inférieur ne peut pas atteindre le supérieur. Donc, si au niveau de la pratique magique, vous êtes expérimenté, vous êtes supérieur, ben un petit rituel d'envoûtement ne pourra pas vous toucher, en général. Il y a toujours des exceptions, par contre. On dit qu'une personne psychiquement basse ne peut pas attaquer de quelqu'un de psychiquement évolué. C'est quand même assez simple. C'est comme si un petit Chico, quelqu'un qui n'a pas de muscle, qui est tout petit, essaie de se battre contre Hulk. On s'entend-tu que c'est Hulk qui va gagner? Par la suite, il y a les croyances religieuses. Les croyances religieuses, c'est prier régulièrement Dieu, par exemple, avoir des symboles représentant votre religion, avoir un groupe religieux qui vous fait comme une protection. Franchement, j'y crois pas trop. J'y crois pas trop parce que oui, n'importe qui peut être envoûté. C'est pas parce qu'on ne croit pas aux envoûtements qu'on ne peut pas être envoûté. Il y a les talismans de défense. C'est des espèces de. Ça peut être des dessins, ça peut être des. Des fois, il y a des mots inscrits dessus. Des talismans, tu en as vraiment plusieurs sortes de talismans. Ça ressemble à peu près. J'ai-tu mon livre de talismans? Qui est. Je le cherche vite et je le trouve pas. Où est-ce que j'ai mis mon livre de talismans? Je vais le trouver quand que je vais avoir fini. C'est à peu près garanti. Ah, il est un petit peu trop évident. Ça dépend. Il y a beaucoup de talismans Kabbale. La Kabbale, c'est l'espèce de magie de la religion juive. Tu as des talismans chrétiens aussi qui existent. Est-ce que j'en ai des dessins? Un peu. Ici, c'est plus des symboles, des façons de faire des talismans. Mais est-ce que j'ai des images de talismans en tant que telles? Regarde, c'est une espèce de talisman juif. Mais tu as diverses façons. Souvent, c'est comme tu as un symbole. Ici, comme on voit, là. Puis tu as des écritures. Puis les écritures, c'est comme des noms d'entités, des noms, des mots de pouvoir qui nous protègent. Donc, oui, il y a des talismans qui peuvent se faire. Est-ce que le talisman doit être fabriqué par un sorcier, doit être consacré aussi? Est-ce qu'on achète des talismans dans un magasin à côté? Non, ça ne fonctionne pas. Même chose pour les amulettes. Est-ce qu'une amulette vendue en magasin ou vendue sur Internet fonctionne? Non. L'amulette doit être créée, doit être consacrée, doit être chargée pour vraiment la protection par un sorcier expérimenté. Donc, quand que vous voyez un vendeur ambulant pour dire « Ah, achetez mes amulettes, elles vous protégeront », c'est des arnaques. Il y a beaucoup d'arnaques dans la sorcellerie, par contre. Par la suite, je vais remettre mon livre en place. Par la suite, il y a des signes de défense, il y a des
dans les anciennes croyances, en plaçant les doigts d'une certaine façon, tu sais, comme ça ou comme ça, il y a des croyances, par exemple, dans la Kabbale, qui fait en sorte que ça nous protégerait contre les sortilèges. Je crois pas vraiment à ce type de... c'est des superstitions, tant qu'à moi. Ça, c'est des gestes, les signes de défense. C'est plus, par exemple, les personnes... Vous avez une dent qui est accrochée dans un bracelet sur votre poignet droit ou littéralement autour de votre cou. Ça peut être comme une dent de peu importe l'animal, ça peut être même une dent humaine. Qui est accroché, ça protégerait parce que les dents, nécessairement, c'est plus. Ça fait plus agressif. Il y a des griffes de félins, c'est vraiment lion, tigre, chat, peu importe. Des griffes, ça aussi, ça protégerait contre les sortilèges. Et évidemment, le fameux phallus, qui peut être en bois, en corail, en métal, peu importe. C'est sûr qu'un vrai phallus, ça peut être dégueu un peu, mais quand je parle de phallus, c'est vraiment le membre masculin. Ça, même chose, ça peut être accroché autour du cou. Ça a été longuement diabolisé par l'Église, comme quoi que ça ne se faisait pas, mais c'est quand on regarde dans la Grèce, dans la Rome antique, ben, les phallus étaient souvent utilisés en guise de protection. Tu as aussi la main de Fatma, qui est une main... C'est-tu juif? C'est comme une main comme ça avec, tu sais, comme un œil. On voit beaucoup de monde en porter en bijoux. Évidemment, des bijoux qu'on achète dans un magasin, ça ne fonctionne pas. Ça doit être consacré. Il doit y avoir comme de l'énergie autour pour vraiment protéger. Mais le symbole en tant que tel, oui, c'est un des symboles pour protéger. Donc, ça complète un peu mon direct sur les envoûtements. Merci beaucoup d'avoir été là. Si vous avez des questions, c'est le moment. Pendant que vous écrivez vos questions, si vous en avez, ben, je vais parler que, bon, on a des prochains Twitch. Dead Breeze a fait des open box, comme on appelle. Elle ouvre des boîtes de sorcières. On... Et éventuellement, moi, je vais en recevoir une. J'ai tellement hâte de la recevoir, mais je ne sais pas quand je vais la recevoir. C'est ça, donc, Deleuze ouvre des boîtes. Moi, je fais souvent des recherches pour faire des directs comme je vous ai fait aujourd'hui. J'ai l'alchimie que je suis en train de vous travailler actuellement. Ça va être de quoi de quand même assez long, beaucoup d'informations, donc j'ai besoin de plus de temps pour le faire, mais il y a tout plein de sujets. Si vous avez des propositions, venez sur sorcellerie.net, vous pouvez me faire des suggestions ou littéralement sur le Discord. On est là pour vous informer. Vous pouvez voir nos différents directs sur Twitch qu'on a fait dans le passé. Ils sont tous disponibles en lecture dans les meilleurs moments. Vous pouvez voir ce qu'on avait fait dans le passé. Tranquillement, pas vite, les directs, on fait des montages pour les mettre sur YouTube. YouTube, présentement, n'est pas complet, mais il va le devenir éventuellement. Je vais finir de faire mes montages pour les mettre sur YouTube. Donc, suivez-nous autant sur Twitch que sur YouTube. Abonnez-vous. On a aussi le podcast de sorcellerie.net qui sort à toutes les semaines. Évidemment, il sort 2 semaines à l'avance pour nos membres Patreon. D'ailleurs, que je voudrais remercier. Merci beaucoup aux membres Patreon pour nous aider de façon financière à sorcellerie.net à continuer de faire en sorte qu'il demeure gratuit. C'est grâce à vous. On travaille pour vous aussi. Donc, merci beaucoup. Si vous avez des suggestions, on est là. Donc, venez écouter nos podcasts. On traite sur toutes sortes de sujets. Je suis à peu près certaine qu'il y a plein de sujets qui vont vous intéresser. Merci beaucoup à Olfatera pour les bijoux et surtout à Gretel Bread pour la musique originale de sorcellerie.net. Si vous n'avez pas de questions... Dead Breeze dit que la semaine prochaine, elle devrait avoir un Axwag thème nordique. Donc, la boîte qu'elle va ouvrir va avoir un thème nordique. J'ai vraiment hâte de le voir, ça. J'adore ces ouvertures de boîtes, ça m'a rendu malade et j'ai voulu en avoir une moi aussi. Donc, je me suis abonnée. Donc, c'est très, très, très intéressant, tous les objets de magie, de sorcellerie pour faire des rituels ou littéralement juste de décor. C'est vraiment superbe. Ça m'a donné
La maladie, si je peux dire. Maladie, Dead Breeze m'a infecté. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je vous dis à la prochaine dans un prochain stream. Merci. Je fais juste une petite précision. Pour le poil dire, faut dire que le matériel est qualificatif et super bien présenté. Oui, il y a beaucoup de qualité. Donc, au revoir tout le monde. Merci d'avoir été là.